Il y a plus de 4 siècles, le philosophe Michel de Montaigne entreprenait une longue chevauchée à travers l'Europe qui devait durer 1 an et demi. Dans son journal de voyage, il raconte comment il a traversé la France, l'Allemagne puis l'Italie pour arriver à Rome. Mon projet est de faire comme lui. Le 22 juin 2020, 440 ans jour pour jour après le départ de Montaigne, me voilà dans son château, en Gascogne, tout près de Bergerac, là où se finit le vignoble bordelais. Je m'apprête à partir avec cette dame espagnole qui s'appelle Destinada, Desti pour les intimes. Ce qui va être intéressant, c'est de rencontrer les gens, comme faisait Montaigne pour le coup, d'absolument tous les milieux, de tous les environnements, puisqu'il y aura sur ma route beaucoup de fermiers, beaucoup d'agriculteurs, parce que je vais bien sûr traverser les villages, mais je vais aussi aller voir les maires, quand c'est possible, les entrepreneurs, si ça les amuse. Enfin, je parle, d'un air assuré. Je fais le malin, pendant que Destinada tournicote. En fait, il faut bien se l'avouer. À l'approche du départ, nous n'en menons pas large. Car tous les deux, on ne se connaît que depuis quelques mois. Et nous voilà en couple pour très longtemps. C'est un peu comme un mariage arrangé. On se regarde sans trop y croire, sans trop savoir quelle attitude adopter. Eden, non, Destinada. Oh. Ce matin-là, un geste aussi simple que curer les pieds, si souvent répété pourtant, crée entre nous un embarras, une gêne. Je scelle Destinada non sans mal. Tout notre barda pèse une quinzaine de kilos au total. Sel, fonte, sacoche, boudin roulé à l'arrière. Même le mort en résine à double brisure, le plus doux qu'on puisse trouver, ne semble plus lui convenir. Bon. Ok. Et puis on finit par partir, à fond de train, comme si l'on fuyait. Montaigne disait que l'équitation, c'était la science de fuir. Mais fuir quoi ? Je m'appelle Gaspard Koenig. Je ne sais pas trop comment me définir. Disons que je suis une machine à écrire à forme humaine. J'écris tout le temps. Des romans, des essais, des contes, des chroniques, des articles, des cours, des conférences. Et même aujourd'hui, ce film. Je défends aussi des idées plus politiques, fondées sur l'individu et sur ses libertés. Je promeus plutôt la science, le monde ouvert, l'innovation, l'économie de marché, la démocratie, le progrès. Bref, je suis libéral. Depuis quelques années, je fais des reportages partout dans le monde pour tenter de confronter mes idées à la réalité. Le dernier m'a emmené à la rencontre de l'intelligence artificielle, des États-Unis à la Chine en passant par Israël. En avion, bien sûr, pas à cheval. J'ai voulu comprendre l'influence qu'exerce la technologie sur nos vies et j'avoue que j'en suis ressorti un peu traumatisé. Vous êtes un libéral, Gaspard Koenig, un peu un art même, un peu libertaire sur les bords. Est-ce qu'on est foutu ? Est-ce qu'on peut être acteur de ce changement ? Est-ce qu'on peut reprendre le contrôle ? Effectivement, il y a les libéraux individualistes, un peu anards, comme vous dites, comme moi, la John Stuart Mill, qui disent non, mais en fait, ce qui est le plus important de conserver, c'est l'individu et cette expression de John Stuart Mill que j'adore, son droit à l'errance, sa capacité d'errer, sa capacité de déviation. Or, ces systèmes sont des systèmes qui de plus en plus vous incitent et vous nudgent, par des moyens d'ailleurs neuroscientifiques extrêmement bien conçus, à vous comporter comme la norme ou à vous comporter dans la norme. Alors j'ai voulu fuir tout ce culte de l'utilité, de la vitesse et de la performance. Pour trouver quoi ? Je ne sais pas trop. Sans doute, après tout ce temps passé dans l'intelligence artificielle, une forme de réalité.
J'ai cherché un guide, j'ai trouvé Montaigne. Quand il part pour son tour d'Europe, voilà ce qu'il écrit. « Je sais ce que je fuis, mais pas ce que je cherche. C'est mon cas aussi. » Je ne sais pas si on voit là, mais il y a un tourbillon de foin. Incroyable. C'est dingue. Oh là là. Et alors ça va jusqu'à, je sais pas, 20 mètres en haut. C'est dingue. Magnifique. Si la date, il fait froid. Ce qui me plaît beaucoup dans la philosophie de Montaigne, c'est sa définition de la liberté, son exercice de la liberté aussi. Aujourd'hui, on a tendance à concevoir la liberté comme la maximisation des possibles. L'idée qu'on puisse tout faire, tout acheter, tout savoir, aller partout. Et ce que dit Montaigne, c'est que la liberté, c'est tout l'inverse, c'est, je le cite, pouvoir toute chose sur soi. Et au lieu de multiplier ses interactions avec le monde extérieur, savoir au contraire s'en abstraire. C'est pour ça que Montaigne est un héritier des stoïciens et qu'il recherche ce qu'il appelle dans certains passages des essais une arrière-boutique, c'est-à-dire un endroit dont on est le seul à avoir la clé, qui est en retrait de la boutique, de l'agitation de la vie, où l'on est seul, mais qui n'a rien d'un égoïsme ou d'un solipsisme, qui est une manière de savoir se concentrer en soi-même pour mieux ensuite s'ouvrir vers les autres. J'ai choisi de voyager seul et lentement. Ce n'était pas le cas de Montaigne, qui était accompagné d'une douzaine de gentilshommes et serviteurs, et qui faisait 60 km par jour en changeant de cheval à chaque relais. En fait, la lenteur est une invention moderne, mais elle est semée d'embûches. Pour organiser ce voyage, il m'a fallu une très longue préparation. J'ai été accueilli un peu miraculeusement par Alice et Antoine Castillon, qui ont construit de leurs propres mains une écurie dans le village de la Pommeraye, en plein Calvados, un lieu assez alternatif, fonctionnant en quasi-autonomie. Alice et Antoine ont sélectionné pour moi une monture, Destinada, une jument espagnole. Pendant 6 mois, ils l'ont formée, ils m'ont formé. Et ils nous ont mis tous les deux l'un avec l'autre, l'un sur l'autre. Alice m'a appris la bourrellerie et le travail à pied avec le cheval. Antoine m'a appris la maréchalerie, c'est-à-dire l'art de ferrer et de déferrer un cheval. Il m'a envoyé camper dans la forêt en plein hiver normand avec une simple bâche. Comme Montaigne, je ne connaissais pas, je le cite, les plus grossiers principes de l'agriculture. Chez Alice et Antoine, j'ai appris à reconnaître les plantes comestibles et à faire un feu. J'ai eu ma formation de scoutisme en accéléré. J'ai aussi appris l'art du dépouillement. À force de vivre dans une relative aisance, on prend l'habitude d'accumuler. Il est beaucoup plus difficile, mais aussi beaucoup plus satisfaisant de réduire, d'éliminer. Antoine est un maître en la matière. Il m'oblige à réfléchir à chaque élément de mon matériel pour le limiter au strict essentiel. Au final, voilà à quoi ressemblent mes bagages pour 5 mois, qui auraient pu aussi être des bagages pour 5 ans. 2 slips, un savon, une trousse à pharmacie, partagée entre la jument et moi. Et pourtant, rien ne me manquera. Première leçon que j'emprunte à Montaigne, il n'est rien de si empêchant, si dégoûté que l'abondance. La consommation, la surconsommation nous aliène. Le dépouillement nous libère. J'ai le sentiment d'être prêt, et en même temps je n'ai aucune idée de ce qui m'attend. Quand je rêve à mon voyage, j'ai encore en tête des images assez romantiques, qui auraient ressemblé à ça. Des grands galops, des arrivées glorieuses dans les châteaux,
Des moments de détente au piano dans de grandes demeures bourgeoises. Des dîners cosmopolites où l'on discute de l'avenir de l'Europe en buvant des vins toscans. Des recherches historiques sur Montaigne. Et cerise sur le gâteau, des fantômes venus du XVIe siècle. Me voici à Florence, sur la terrasse du palais Gondi, avec la marquise Gondi et son fils, héritier des mêmes Gondi qui accueillirent Montaigne dans le même palais, lui servirent le même vin de Trebbiano et nouèrent à peu près la même conversation. Je m'imaginais ainsi comme Montaigne, extrêmement oisif et extrêmement libre. Autant dire que ça ne s'est pas passé comme ça tous les jours. Tu peux quasiment y aller à pied là, parce que c'est tellement pas profond. Du coup, ce que tu peux faire, c'est que tu n'as qu'à venir là. Là, viens là. Et puis tu peux marcher dedans, tu vois. Tu n'es pas obligé de... Là, là. Oh, bon, tu peux faire... Non, mais le but c'est que tu boives, pas que tu bouffes. Là, voilà. Voilà, bon, et ben c'est pas trop... Voilà, c'est ça, exactement. Ben, ça c'est très bien. D'abord, il a fallu trouver notre rythme. Le premier jour, Desti pensait partir en balade. Rapidement, elle a pris le pas lourd du cheval de rando. Je passe la moitié du temps en selle et je marche à pied l'autre moitié. C'est le meilleur moyen de voyager sans s'exténuer, pour Desti comme pour moi. Nous avançons à une moyenne de 25 km par jour, avec des pointes à 50 quand il faut fuir une région de plaine trop monotone ou quand nous ne trouvons pas de gîte. Pendant 5 mois, je vais voir le monde entre les oreilles de ma jument. Je finirai par connaître toutes leurs expressions. Agacée, curieuse, inquiète, déterminée, nonchalante, désorientée. Autant de nuances que sur le visage d'un être humain. J'ai donc décidé de suivre l'itinéraire de Montaigne, de ville en ville. Meaux, Mulhouse, Constance, Augsbourg, Bologne, Florence, jusqu'à Rome. Je découvre sur ma route, en comparant mes notes à celles de Montaigne, combien les régions ont conservé leur caractère par-delà les siècles. Quand je demande où je suis, on ne me répond jamais par un numéro de département. Comme Jacques Lacarrière l'avait déjà remarqué il y a 50 ans en parcourant la France à pied, les identités locales, fruits de siècles d'ordre spontané, ont survécu aux divisions administratives artificiellement opérées par les Jacobins et leurs successeurs. À chaque changement de région, ou plutôt de pays, comme on disait autrefois, j'ai un moment d'épiphanie. Je découvre ainsi combien les cultures locales sont vivantes sous la couche administrative. Montaigne prenait plaisir dans la variété. Moi aussi. Je commence mon voyage chez les Gascons, à l'accent nerveux et puissant, comme le remarquait Montaigne. Paysage du Périgord, on aperçoit quelques clochers d'église, quelques fermes, aux tuiles plates, une grande forêt de chênes et la vallée au loin. Allez Steve, qu'est-ce que t'en penses? Je loge dans les fermes paisibles du Limousin, aux murs épais comme le bras. On peut y croiser des aquarellistes en goguette, même si Desti n'est décidément pas un modèle très patient. Alors? C'est-à-dire qu'il y en a, en fait, j'en ai plusieurs, suivant la position qu'elle prend. Je m'adapte. Quand même un côté sympa finalement dans la Champagne berrichonne, c'est que comme les champs sont coupés, moissonnés, et ben on navigue à vue. On met son sextant, on prend sa carte, on passe dans les champs
Et puis, pas que la galère, il n'y a pas de haies, il n'y a pas de ruisseau, il n'y a pas de clôture. Voilà, on est sur la mer quoi. En Sologne, je me faufile à travers des forêts bien gardées, qui n'ont guère changé depuis que Maurice Genevoix faisait l'éloge des braconniers. Et je longe les fameux étangs où chantent les martins pêcheurs. Température beaucoup plus clémente. Stinada aussi semble apprécier, elle est d'humeur folâtre, trottinante. Bah tiens, la voilà partie d'ailleurs. Il y a l'eau. Ah. Oh oh. Sur la Loire, on navigue encore dans des barques à fond plat. À Orléans, je me laisse entraîner par mes hôtes sur les canaux du Loiret. Nous prenons l'apéritif devant les constructions si fantaisistes de la belle époque, des folies, comme on les appelait. On aimerait parfois que notre époque aussi soit un peu plus folle. Et encore une fois, boum, on change de paysage, comme ça, sans s'y attendre. Au sortir d'un bois, on était dans la Marne, on longeait la Marne tranquille, et là, bam, les vignes, le début de la Champagne. Vous êtes parti depuis quand? C'est un mois et demi. Un mois et demi. Vous en demandez un peu. Vous en voulez? Ah oui, t'es comme un chameau, c'est ce que j'ai pensé. Et c'est quoi la terre? C'est du calcaire? L'argile ici. Ah, c'est de l'argile, d'accord. C'est des gros cailloux. Attention, ça c'est de Javel, ça. Ça va te désinfecter les boyaux après. Tiens-moi un peu. Parce que sinon, on va vous en mettre partout. Hop. Voilà. En Lorraine, on récolte toujours les mirabelles. J'en mange sous toutes les formes chez mes hôtes. Et la meilleure recette, c'est de les glaner en chemin. On est pile à la bonne hauteur. Hop. Et attends un peu ça. Ouh. Là. Il y a une mirabelle. J'écoute les histoires que me racontent les Vosgiens. Des montagnards, de sacrés gaillards, avec leur accent qui ferme les hauts et vient racler les airs au fond de la gorge. Il ne faut pas voir la grandeur dans la vie. Il faut vivre bien, mais pas essayer de tout bouffer. En Bavière, je découvre les dialectes qui changent d'une vallée à l'autre. Retenant la leçon de Montaigne, qui s'efforçait de s'intégrer à son environnement, je me suis juré de ne pas parler anglais. J'exerce donc mon allemand très scolaire avec des compagnons de fortune. Je suis aidé par la bienveillance des Bavarois. Si près de Munich, on n'échappe pas aux chopes de bière. Pour passer les Alpes, trop étendues, trop escarpées, trop dangereuses, nous prenons, comme le faisait parfois Montaigne, une diligence, en l'occurrence un camion de transport de chevaux. Nous arrivons donc directement à Bologne et randonnons à travers les Apennins et la Toscane, en pleine récolte des olives. On peut pouvoir cueillir les olives en Italie, celles-là sont vertes. Début mi-octobre. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah voilà, j'aime bien. Hop. Et ici. Ah bah non mais elles sont vertes, mais c'est normal en fait. Pour bien démarrer la journée, en Italie, on peut toujours compter sur les cafés Stretto. Grazie mille. È italiano, lo lo so. Te lo faccio più lungo. No, ma mi piace molto, Ma ho bisogno di zucchero. Il y a une vieille expression que j'aime beaucoup, c'est voir du pays. Et dans ce voyage, j'ai l'impression d'avoir vraiment vu du pays, vu des pays. Et pourtant, j'ai voyagé tout près de chez moi, à quelques heures de voiture, dans des endroits qui autrefois pouvaient m'être familiers.
et qui pourtant, par le moyen de transport que j'ai utilisé, par les relations que j'ai eues avec les gens, m'a semblé extrêmement exotique, beaucoup plus exotique qu'un voyage à l'autre bout de la Terre, où on tombe sur le même hôtel, où on est véhiculé dans les mêmes voitures et où l'on parle un peu la même langue. Et donc ce voyage lent, c'est aussi une manière de réapprendre à voyager. Quant à mon univers, à moi, il s'est réduit à 4 dimensions assez simples. Les chemins, les gens, le cheval, cette jument, Destinada, et moi-même. À l'époque de Montaigne, pour circuler à cheval, il suffisait de suivre les grandes routes. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il faut d'abord trouver les bons chemins. Et les chemins sont semés d'embûches pour les cavaliers. Il y a bien sûr les obstacles naturels, à commencer par les fossés. Les arbres tombés en travers nous coupent souvent la route. Même avec ma petite scie, on fera rien du tout. Donc on va essayer de contourner. Investi. On contourne. Hein? Branche au-dessus. Voilà. Voilà. C'est bien ma belle. C'est bien. Il nous faut trouver les passages à gué pour franchir les rivières. Quand la rivière est vraiment trop grande, il reste l'option du ferryboat, comme ici, pour traverser le lac de Constance. Ma belle. Alors tu vas te comporter comme une voiture, hein, c'est ça l'idée. Hein? Oh oui, c'est ça, c'est pas joli. Was ist denn? Was machst du eigentlich? Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen, danke sehr! Nous devons parfois nous faufiler parmi les espèces dangereuses qui peuplent les campagnes. Bon, c'est une nouvelle expérience de cohabitation. Tiens, pousse-toi la vache. Wow! Ah, je te jure. Oui, 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 oh là 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 là. Moi, je suis pas très vache, ça c'est sûr. Ok, dernier obstacle. Bon, tu te casses toi ou quoi? Mais voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà le petit taureau. Oh, qu'il est gentil. Voilà, et ça, le gros taureau méchant, tu restes là. Voilà, bon, bah, écoutez, si on n'entraîne pas tout le troupeau derrière nous, on est... Et en montagne, nous sommes pris dans quelques belles tempêtes. La météo italienne indiquait plein soleil, hein. Je vous ai dit ça pour mémoire. C'est un peu la limite de ce qu'on peut faire quand même. Mais bon, on va y arriver. Hein? Mais le pire, ce sont les obstacles installés par Homo sapiens. Voilà. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont pas terribles. Elles sont assez hautes quand même. Pouah, alors là, démonstration d'école. Oh, oh, oh. On a passé le pont, maintenant il y a la barrière pourrie. Oh, 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 oh. Oh. Là, là. Attention à tes fesses. Voilà. Donc, mets-toi bien. Oui, oui, non, mais je sais, c'est pénible. Mets-toi là. Puis là, tu vas passer comme ça, tu vois. Voilà, c'est bien. C'est bien, ma belle. Là, voilà, c'est super. Ben voilà, c'est super, ça. Ok, chiant. Il faut profiter du fait que le code de la route nous considère comme un véhicule. Et donc, comme on est un véhicule, ben, on va marcher sur la route. Voilà, les voitures, elles attendront. Ah, ma belle. Les voitures, les camions, tout ça, ça attendra. Parce que là, on ne peut pas passer par dans un truc aussi étroit, nous. Parfois, heureusement, on me donne un coup de main. Comme lors de la traversée des Vosges, où 2 randonneurs qui connaissent bien le coin m'accompagnent et m'ouvrent les barrières. Bien souvent, on est obligé de quitter les sentiers pour passer sur le bitume. Ça fait partie du voyage. Mon but n'est pas de prendre les chemins noirs, les routes d'autrefois, mais d'aller au contact de la modernité, en introduisant une forme de dissonance qui la révèle à elle-même.
On passe donc par les centres-villes. Mais ce n'est pas ce qui pose le plus de difficultés. Les villes ont été conçues pour le transport à cheval et en retiennent la mémoire. Plus difficiles, plus âpres sont les ponts autoroutiers. Les zones commerciales ne valent guère mieux. La zone industrielle de Châteauroux, au petit matin, c'est sympa. C'est bucolique. Ça permet de mieux apprécier les rythmes ancestraux. Voilà. Ah, le but, ça, c'est sympa. Le quartier pavillonnaire représente probablement l'environnement le plus inhospitalier, le plus contraire à la vie. Je remarque vite que dans ces endroits-là, personne ne peut me renseigner sur les chemins parce que personne ne sait où il habite. Tout cet environnement si familier pour l'automobiliste me devient soudain étranger et hostile. C'est en s'y promenant au pas qu'on réalise mieux l'aberration et la violence du périurbain. Tu l'arrêtes, elle ? Il n'est pas possible de sacrifier tous nos besoins anthropologiques à la religion de l'efficacité. Sans compter que le bitume, ça use les fers. Au début, je devais chercher un maréchal Ferrand tous les 15 jours. Heureusement, j'ai découvert les pointes de tungstène, comme des crampons qui se fixent sur le fer et permettent de tenir longtemps sur des surfaces dures. Mais ça ne nous a pas empêchés de déferrer à quelques jours de l'arrivée. Pour survivre au milieu de ces difficultés quotidiennes, il faut que j'abandonne toute ambition d'itinéraire et de calendrier. Comme Montaigne, je me promène pour me promener. Moi qui suis d'habitude si impatient, j'apprends à accueillir l'événement, l'aléa, à faire des détours, à prendre le temps, à profiter de la route plutôt qu'à courir après une destination. Je me suis demandé pourquoi je m'ennuyais si peu pendant ce voyage, ce que Montaigne note aussi d'ailleurs. L'ennui suppose un but à atteindre. Mais quand le but est le cheminement lui-même, on ne peut pas tellement s'ennuyer. Il y a une seule circonstance où on s'ennuie, et c'est assez intéressant parce que ça prouve quelque part, par l'absurde ce raisonnement, c'est en ligne droite. Pourquoi ? Parce que quand on est sur une ligne droite, on voit le bout du chemin. Et donc on s'ennuie jusqu'à arriver à l'objectif qu'on a visualisé. Et la vie, c'est un peu pareil, quand on a un objectif en tête, un objectif de carrière, on va s'ennuyer jusqu'à temps qu'on l'atteigne. Alors que si on apprend à savourer le cheminement lui-même, eh bien l'ennui disparaît. Mon dessein est divisible partout, écrit Montaigne. Il n'est pas fondé en grandes espérances. Chaque journée en fait le bout. Et le voyage de ma vie se conduit de même. Sur les chemins, je croise des gens. C'est sur eux que je compte pour trouver de l'eau, de la nourriture, un endroit où dormir. Le voyage à cheval, c'est un exercice d'humilité. Il faut abandonner tout snobisme, tout amour-propre et toute propreté, tout court. Frapper aux portes, se présenter comme on est, vulnérable. Bonjour. Elle s'appelle Destinada. Mais pourquoi il y a un cheval ici? C'est interdit le cheval? Mais non, c'est pas interdit du tout. C'est complètement permis. Un cheval, c'est comme une voiture. Dans le code de la route, c'est comme une voiture. Ça passe. Bonjour. Bonjour, mais merci beaucoup.
Alors c'est une dame, hein. Ah, c'est une fille. Ouais, voilà. Une fille une espagnole. C'est gentil. Au revoir les enfants. Bonjour. Une photo avec lui, ça vous Ouais, dérange pas faites attention quand même. vous inquiétez pas. Ok. Vous inquiétez pas. Voilà. Merci. Ah, ça pollue moins qu'une voiture, hein. Ça pollue moins qu'une voiture. Ouais. Ne mets pas derrière. Ça sera bon. Regarde. Allez, on y va. Bah, monsieur, bon courage à vous. Bah, merci. Bonne route à vous. Merci, c'est gentil. Bon voyage. Merci. Que Dieu vous bénisse. Et bah à l'occasion. Bon, et ben on va reprendre la route. Au revoir tout le monde. Salut. Merci. Je suis à la fois autonome et totalement dépendant de la générosité humaine. J'ai ainsi l'occasion, comme le voulait Montaigne, de frotter et limer ma cervelle contre celle d'autrui. Pas une seule fois en 5 mois je ne subirai la moindre agression. Un peu d'hostilité tout au plus, et encore rarement. Bonjour. Alors que je découvre à mon retour que les journaux ont parlé tout l'été de l'insécurité. Qui est hors sol? Il suffit d'ouvrir l'œil pour trouver de la poésie autour de nous, comme ce kayakiste qui joue une sérénade à l'harmonica à une passante. Et pour moi. Ouais, main à plat, ouais, c'est ça. Et on dirait que j'ai fait ça toute ma vie. Dès qu'on sort de la vie pressée des centres urbains, la solidarité surgit. Alors c'est une jument espagnole. Donc elle s'appelle Pour établir mes Destinada. étapes, je compte beaucoup sur le bouche à Bien oreille. choisi, mais... Bah, pour loger, j'essaye de dormir chez l'habitant au maximum. Ça marche assez bien. Et ensuite... Et bah elle, on... Ici, il y a le centripique. Bah, elle, on se débrouille. Donc soit il y a des centres hippiques, il y en a quand même pas mal, surtout en Seine-et-Marne. Soit on improvise. Donc par exemple, des fois je suis chez des particuliers, ils ont un petit jardin. Et bah on débarrasse un peu le jardin, on met un fil, on met du foin. Puis voilà, puis elle a pris l'habitude de dormir n'importe où en fait. Parfois, je repère des maisons d'hôtes. Mais dans la majorité des cas, on m'offre l'hospitalité. À Meaux, on m'accueille même dans une maison de retraite. Je suis l'attraction du jour. On fait un brin de causette. Les anciens me parlent du cheval de travail tel qu'ils l'ont connu dans les fermes après-guerre. Ils ne le regrettent vraiment pas. La mécanisation leur a apporté le confort, le temps libre. Ils sont unanimes. Non, ce n'était pas mieux avant. Je suis souvent reçu au débeauté. Comme me le dit une fermière, mes parents accueillaient bien les vagabonds. Être vagabond, c'est un statut social qui suscite des rapports directs, chaleureux, sur un pied d'égalité immédiat. Ah, bonjour madame. C'est bien ça. Comme s'il suffisait de réveiller le vieux sens de l'accueil. Non, ça me paraît très bien. Je noue avec mes hôtes des relations brèves mais Et intenses. toute jeune, elle a 6 ans. C'est une plongée dans la vie des autres. Certaines soirées se finissent même en musique, comme chez Allez, Fabrice. on tombe. Paraît que c'est à cause de mon âge. Paraît d'ailleurs que c'est pas Byzance, que t'es un peu comme dans une cage. Parce que tu crois que la vie c'est drôle, tu crois que la rue c'est les vacances. J'ai rien à gagner, rien à perdre, même pas la vie. J'aime que la mort dans cette vie de merde. J'aime ce qui est cassé, j'aime ce qui est détruit. Et j'aime surtout tout ce qui vous fait peur. La misère. Dans un autre style, au milieu des alpages bavarois, mon hôte sort son accordéon à la tombée de la nuit. Bonjour. Bonjour Gaspard. Vous m'attendez bien avec un cheval.
D'accord, ok. Je m'aperçois que les gens ne demandent qu'à être dérangés dans leurs habitudes. Ils ont soif d'aventure, de discussion. Toute cette générosité m'émeut. Je vis l'expérience inverse du métro parisien. Tout le monde me sourit et tout le monde me donne un coup de main. Très bien. Hein. Ouais, c'est très bien. Tiens, bien. Tiens, on va te mettre là. Attention, juste à la branche. Voilà. Parfait. Et ben voilà, parfait. Ah ben on peut même l'attacher à la tyrolienne. Hop. Allez, on passe par le salon. Oh, oh. Doucement, doucement. Bien. Ah, ah. Eh bien, bravo ma belle. L'anthropologue David Graeber fait l'hypothèse d'un communisme de tous les jours. Instinct immémorial guidant tous les petits gestes qui ne sont pas monnayables et qui constituent le terreau des rapports sociaux. Ce don-là est sans contre-don. Dans les sociétés primitives, il n'implique même pas de remerciement. On va mettre au dernier trou. Il préexiste à l'échange marchand, quantifié, et en forme le substrat indispensable. Voilà, bravo, super, merci. Ce communisme de tous les jours, il nous fait revivre. Et quelles que soient nos convictions politiques, nous sentons bien que nous avons atteint les limites de la monétisation perpétuelle. On ne peut pas monnayer le moindre geste, le moindre clic. Et que un rapport simplement humain est ce dont nous sommes assoiffés. Là, c'est là, on vient de Bordeaux. Les rapports non monétaires sont plus lents, plus subtils, plus fragiles, riches de détours et de précautions. On se tourne autour, on se jauge, on décide de se faire confiance, on devient copain. On se sent pleinement humain. Si la communication avec les êtres humains me paraît de plus en plus simple, celle que j'établis avec l'animal devient, elle, de plus en plus complexe. J'ai retenu la leçon de Gilles Deleuze. Je suis bien décidé à éviter tout anthropomorphisme, à ne pas plaquer de sentiments humains sur notre relation. Au début, je reste donc dans l'illusion si confortable du maître. Je tente de dresser ma monture comme tous les cavaliers. Ah bon, belle. Et voilà, c'est la fin de la journée. Oh. Oh. Et voilà. Tiens, viens que je t'enlève ton mort. Allez, hop, là c'est le signal que c'est terminé. Mais entre nous, les choses n'en restent pas là. Pendant 5 mois, Desti est ma seule confidente, ma seule amie, ma seule compagne. C'est la première personne que je vois au réveil, en venant lui faire une toilette matinale. Je la décrasse. Son odeur m'est désormais familière. Je suspends la selle sur une chaise de jardin comme une robe sur une penderie. Puis j'ajuste quantité de sangles et de crochets pour stabiliser au mieux l'équipement et minimiser l'inconfort pour ma jument. Tout cela prend une bonne heure. Tu vas te bouger un peu, là, faire un petit effort. Voilà, merci, stop. Ça va les clous ? Desti est aussi la dernière personne que je salue le soir, pour m'assurer que tout va bien auprès. Mon principal souci, c'est elle. De cette proximité naît forcément une relation plus singulière. Je me garderai de dire qu'on a des sentiments l'un pour l'autre, mais disons qu'on se comprend. Je sais quand elle a soif, elle devine quand j'ai mal dormi. J'ai fait une nouvelle expérience ce matin. J'ai coupé une branche de noisetier, puisque ça c'est trop pour Destinada. Et puis apparemment les chevaux ils aiment ça. Alors on va voir si elle peut manger comme ça. Petit des jolis là. Tiens, tu veux?
Ah bah oui, ouais. Pas mal, hein? Un événement va nous rapprocher encore davantage. Desti se blesse. Après 2 mois et demi de marche, une gonfle s'est formée sur son dos, à l'endroit où frotte le boudin. Tac, elle bouge. Je refais. Tac, elle bouge. Voilà. Au niveau de là, on voit une petite bosse hein, sur les 2 vertèbres, très légère, mais persistante. Voilà, ici. La gonfle dégénère en abcès et nous immobilise une semaine entière dans les Vosges. Je me transforme en infirmier, appliquant à Desti des cataplasmes d'argile, lui faisant des piqûres d'antibiotiques et lui préparant matin et soir son cocktail d'anti-inflammatoires. Je pense qu'elle apprécie assez modérément toutes mes manipulations. Mais incontestablement, nous passons encore davantage de temps ensemble. Cette longue convalescence nous a appris à nous faire confiance. Montaigne évoquait le langage des animaux. Et combien de sortes parlons-nous à nos chiens? Et ils nous répondent, se demande Montaigne. D'autres langages, d'autres appellations, devisons-nous avec eux qu'avec les oiseaux, avec les pourceaux, les bœufs, les chevaux, et changeons d'idiome selon l'espèce. Avec Desti, nous commençons à trouver notre idiome, les rudiments d'une grammaire commune. Nous connaissons des moments de tension, bien sûr. Tourne si tu veux, vas-y. Allez, vas-y. Fatigant, hein? Super fatigant, on l'assure. Allez, tourne, 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 allez. Allez, 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 allez. Allez. Allez, tourne. 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 Allez, encore. Fatigant, hein? Allez, allez, allez. Là. Ah, ouh, viens là. Voilà, là, voilà. Tu vois? Hein? Tu vois, ça va mieux comme ça. Mais nous savourons aussi des moments de grâce. Desti n'est alors plus pour moi une monture, et je cesse de la traiter comme telle. C'est une camarade qui chemine librement à mes côtés. Cette nouvelle relation se matérialise d'une manière très nette. Je cesse de la tenir ou de l'attacher systématiquement. Je coince ses rênes sous le pommeau de la selle et nous marchons côte à côte. Non seulement je ne suis plus le maître, mais je commence à me demander si les rôles ne se sont pas inversés. Quand je joue à ma chatte, s'inquiétait déjà Montaigne. Qui sait si elle passe son temps de moi plus que je ne fais d'elle? Desti ne s'amuse-t-elle pas à me domestiquer? C'est désormais elle qui décide des allures que nous prenons, des pauses que nous devons faire, parfois même des chemins les plus commodes. Dans cette plaisante inversion des rôles, Desti me montre au passage certaines qualités dont je devrais peut-être m'inspirer. La patience, la sincérité, la jouissance du temps présent. Desti ne se tracasse pas parce qu'elle ne se projette pas dans l'avenir. Comme Montaigne vantait la science des tons et la musique du rossignol, j'admire la faculté de contemplation du cheval. Montaigne, dans les essais, dans un passage célèbre qui s'appelle l'Apologie de Raymond Sebon, écrit la première grande tirade moderne pour les animaux, contre la cruauté que les hommes témoignent à leur égard. Et il a des phrases qui sont très proches de ce qu'on peut lire sous la plume des antispécistes aujourd'hui, disant par exemple qu'il y a plus de distance de tel homme à tel homme que de tel homme à tel animal, et abolissant la frontière d'essence que la métaphysique chrétienne établissait entre le règne humain et le règne animal. Peter Singer, qui est le père un peu de la pensée antispéciste, un philosophe utilitariste qui écrivit Animal Liberation dans les années 70, ne s'y trompe pas et cite Montaigne comme un de ses précurseurs.
Ce voyage avec Destinada m'aura convaincu à mon tour que les animaux sont des individus à part entière et qu'en tant que tels, ils doivent disposer de droits. Le premier étant le droit de ne pas souffrir. Je ne deviendrai pas végétarien pour autant. Mais interdire les cruelles pratiques de l'élevage intensif, ou d'ailleurs l'enfermement des animaux dits de compagnie, est un impératif urgent qui nous semblera aussi évident dans un siècle que l'abolition de l'esclavage aujourd'hui. Pour Montaigne, rien ne sert de se déplacer si l'on ne voyage pas en soi-même, si l'on ne revient pas différent, avec de nouvelles idées. D'abord, je pensais que les idées se trouvaient dans les bibliothèques. Or, les plus étonnantes naissent en marchant. Comme le savait bien Montaigne, qui estimait que les pensées dorment si on les assoit. Ainsi, dans la forêt de Darney, je remonte le cours de la Saône. C'est un simple ruisseau en sous-bois, un bébé, langé de mousse verte. Il y a une énigme de la source, qui m'avait saisi en lisant Claudio Magris. Remontant le Danube depuis son delta en Roumanie, Magris parvient à sa source officielle en forêt noire. Puis il remarque, dans un herbage en contre-haut, un ruisselet qui humidifie la terre. Il en suit la trace jusqu'à une maison dont il fait le tour. Que découvre-t-il, goûtant le long du mur extérieur? Un robinet mal fermé. Le Danube provient-il d'une négligence domestique? Pourquoi il y a cette énigme de la source? Parce qu'au fond, on a l'impression, en tout cas c'est celle que j'avais, que la source doit contenir en puissance l'ensemble du fleuve, que son origine doit déterminer son devenir. Et donc on se dit, si on change la source, si on abolit la source, on change tout. Et en fait, ce dont je me suis aperçu, c'est que la source, c'est une pure convention. C'est le point le plus éloigné de l'embouchure. Mais si telle source vient à tarir, elle sera immédiatement remplacée par telle autre. Donc quel intérêt ça a de s'échiner à chercher la source du Nil, par exemple? Effectivement, comme dit Magris, si on ouvre un robinet au-dessus de la source, le robinet sera la nouvelle source. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui constitue l'unité du fleuve n'est pas son origine, la source, mais c'est la confluence de l'ensemble de ses affluents. Et pourquoi j'ai eu tant de mal à penser ça? Eh bien, peut-être parce que toute la pensée philosophique occidentale repose sur cette idée d'origine, d'unité. On va chercher, rappelez-vous chez Platon, l'origine des idées. On va chercher ensuite, dans toute l'épistémologie, l'origine de la connaissance, le point d'unité des différentes sciences. Et peut-être qu'en fait, si on se passe de la notion de source, si on considère que la source est un simple symbole, c'est une simple utilité pour réfléchir, et qu'on s'aperçoit que ce qui fait véritablement l'étoffe du monde ou l'étoffe de la pensée, c'est la confluence des différents éléments qui l'alimentent, alors, on se donne la possibilité de penser de manière non plus transcendante, mais de manière immanente. Et donc, remettre la source à sa place, quelque part, c'est peut-être rompre avec cette obsession de l'unité qui traverse la pensée philosophique occidentale. Je pensais aussi que les idées naissaient dans la tête. En fait, elles viennent de nos mains. Moi qui ai toujours gagné ma vie derrière le clavier d'un ordinateur et sous-traité le moindre débouchage de lavabo, je m'interroge sur l'attraction qu'exerce le travail manuel. Je comprends mieux la conversion de Matthew Crawford, ce philosophe américain qui abandonna les amphithéâtres de l'université pour ouvrir un atelier de réparation de motos. Crawford analyse les vertus de l'artisanat et, au fond, de tout travail avant le taylorisme. En modelant à données extérieures, en opérant une transformation tangible, on exerce son intelligence de manière immédiate, vérifiable. Surtout, on projette sa propre individualité dans le monde. Voilà de quoi remettre en partie en question la division du travail. Contrairement à ce que nous enseigne Adam Smith, avec son fameux exemple de l'usine à épingles, le processus de fabrication compte autant que le résultat, que l'objet produit.
De manière encore plus fondamentale, Claude Lévi-Strauss a montré comment la pensée sauvage, autrement dit le processus cognitif originel de notre humanité, fonctionne par bricolage. De même que le bricoleur détourne les objets de leur finalité, en réinterprétant leurs fonctions à mesure de leur usage, de même le penseur sauvage ne respecte pas les barrières conceptuelles, branchant une idée sur une autre, éloignant un mot de son sens, multipliant les expérimentations linguistiques. Voilà tout le projet de Montaigne, qui altère la langue par la barbarie de son cru et fait de l'essai une véritable méthode philosophique. Bricoler ses pensées. L'hiver approche. La nuit tombe de plus en plus tôt. Les orages se multiplient. Et pour ne rien arranger, la deuxième vague de Covid commence à sévir, rendant nos déplacements de plus en plus incertains. Il est temps d'arriver à destination. Au bout de cette route de pèlerinage, la Via Francigena, que nous suivons depuis plusieurs semaines. Après 131 jours de marche, nous voilà enfin à Rome. La métropole me donne le vertige. En plus, d'Esti glisse sur les célèbres pavés romains. Mais alors que j'atteins mon but, les choses tournent mal. Qui m'attend devant la basilique Saint-Pierre de Rome? La police, qui refuse de me laisser pénétrer au milieu de la place parce que les chevaux ne sont pas prévus par le règlement. Mes protestations ne feront qu'empirer la situation et me vaudront un contrôle d'identité dans les règles. C'est la première fois depuis 5 mois que je dois sortir mes papiers. Quel accueil! Je rumine mon infortune. Pourtant, j'ai tort d'être de mauvaise humeur. Car en fait, je viens de trouver ce que je cherchais en entreprenant ce voyage. Je cherchais la liberté. La vagabonde liberté, comme dit Montaigne. J'ai voyagé hors normes, hors algorithmes, hors les lois, hors la loi. À cheval, pas besoin de permis, ni d'assurance, pas d'itinéraire conseillé, pas d'horaire à respecter, pas de notification à regarder, pas de formulaire à remplir, pas de mot de passe à retenir. J'ai trouvé sur mon chemin 1000 esprits indépendants et dignes, qui ne rêvent que d'une chose, qu'on les laisse vivre, des femmes et des hommes libres. Comme Montaigne, je peux dire que j'ai vu en mon temps 100 artisans, 100 laboureurs, plus sages et plus heureux que des recteurs de l'université, et desquels j'aimerais mieux ressembler. La liberté n'est pas seulement une question de gouvernement. C'est une attitude, un choix individuel qui concerne chacun d'entre nous. On ne pourra secouer la chape de plomb bureaucratique qui nous étouffe qu'à condition d'accepter la part de risque et d'incertitude qui accompagne toute existence. Si nous ne voulons pas devenir des robots, gouvernés par des algorithmes bienveillants, il nous faut briser la première de nos chaînes, nous-mêmes, notre besoin insatiable de sécurité et de prévisibilité. À quoi bon mener une existence longue et confortable si elle est totalement sous contrôle? N'est-ce pas la définition de l'enfer moderne? Dans ce voyage, j'ai trouvé un paradis humain. Et j'en retiens une méthode. Faire simple. Faire simple dans la vie, dans les livres, comme dans les lois qui régissent la société. Montaigne, juriste de métier, était de cet avis. Les lois les plus désirables, expliquait-il, ce sont les plus rares, les plus simples et les plus générales. Simple, ce sera mon prochain voyage. Mais en attendant, pour terminer ce voyage-ci, je dois ôter ses fers à Destinada, comme je le lui avais promis. La voilà rendue à sa liberté sauvage.